bit of the bubbly. That's undisputed. I'm better than you, and you know it. And we are NXT. War Games. Salut les smarts et salut les marques, vous écoutez Catch Up, le podcast qui transpire le catch et la bonne humeur. Comme chaque semaine, pour vous, on regarde, on résume, on analyse les shows de la WWE, mais pas que, puisqu'aujourd'hui on va parler AEW versus NXT, c'est la baston du mercredi. Hell yeah! Alors pour arbitrer cette bagarre, cette pugilat, eh bien votre hôte, c'est moi, Amiral Armbar, et je suis accompagné de mes deux compères du mercredi, le Luchasaurus des podcasts, Tonton Chris. Salut, comment tu vas aujourd'hui? Hell yeah! Salut l'amiral Armbar! Préparez la trousse de pharmacie, c'est la review catch-up de la baston du mercredi! Yeah! Comme vous voyez, le Tonton Chris va bien mieux, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'on lui a donné comme pilule à l'EHPAD, mais il faut arrêter maintenant. Et le plus taciturne et modéré, mais néanmoins truculent, Ringside. Comment ça va, mon cher Ring? Oui, bonjour. Pas sur la tête. Bonjour. Ignoble Ringside! Ça va bien. Voilà, comme vous le voyez, on a tous survécu à ce marathon de week-end et de semaines WrestleManiasque, qui n'en avait que l'air et pas la chanson. Mais voilà, hein, pour ceux qui seraient curieux de savoir ce qu'on a pensé, eh bien nos reviews de chacune des nuits de ce show, soi-disant trop gros pour être dans une seule nuit, eh bien sont disponibles sur notre chaîne YouTube et tout, bien sûr nos comptes d'audio dans toutes les plateformes de podcast. Donc voilà, on n'est pas là pour parler du Grand Daddy of them all qui était bien tout petit cette année, mais on n'est pas là pour parler effectivement de la guerre fratricide des mercredis entre Dynamite et NXT. Alors petit point sur les audimat, puisqu'ils sont tombés il y a quelques heures. Eh bien cette semaine, il y a une quasi-égalité. Et je vous demande, mes chers deux compères, d'après vous, combien de téléspectateurs y a-t-il d'écart entre NXT et Dynamite cette semaine? Alors, je dirais comme ça 100 000. Alors, 100 000 pour Ringside. Moi, je dirais, étant donné que la semaine dernière, la différence était de 95 000, là, je vais dire 70 000. 70 000. Alors, d'habitude, on a une différence à peu près de 200 000 personnes en moyenne, comme ça, au jugé. Eh bien, la différence cette semaine, accrochez-vous bien, cher ami de Catch-Up, elle est de 1000 spectateurs. 1000. Oh, c'est pas vrai. 1000. Dans une pipe en bois. Bon, j'ai gagné quand même. Ah bah. Dans les règles juste prix, t'as gagné, effectivement. Voilà. Donc du coup, cette semaine, et c'est rare, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois depuis cette guerre du mercredi, c'est NXT qui, donc d'une très courte tête, on peut parler réellement quasiment d'égalité là, ont eu l'avantage sur All Elite Wrestling, puisque NXT donc a 693 000 spectateurs aux USA, alors que Dynamite en a 692. Donc ça veut dire une augmentation de 17% pour NXT par rapport à la semaine dernière, donc une grosse augmentation, là où All Elite a une augmentation de plus 1%, donc quasiment le même nombre de téléspectateurs que la semaine dernière. Donc du coup, à quoi est dû ce bond pour NXT cette semaine? Est-ce que c'est l'engouement post-WrestleMania? Est-ce que c'est l'annonce de deux gros matchs, le ladder match féminin pour le First Contender et le dernier la der pour Ciampa Gargano, ou bien l'effet WrestleMania, Charlotte, nouvelle championne? On ne sait pas, mais dans tous les cas, voilà, NXT qui ravit la place d'une très courte tête cette semaine. Ça reste en dessous des scores ou plutôt pré-coronavirus. Je crois qu'on était... Tout à fait. De chaque côté, non? Je dis des ouais, parce qu'on était quasiment à 1 million du côté de la All Elite Wrestling, et puis vers les 700 000 du côté de... C'est ça, en moyenne en février, sur All Elite, on était à peu près 850 000 spectateurs, alors que du côté de NXT, on était à 750 000, donc on avait une différence de 100 000. Voilà, donc du coup, on est toujours en dessous, ça c'est sûr. Le fait d'être confiné, même aux États-Unis, ne les pousse pas plus à regarder du catch le mercredi, mais quand même, la base ne s'effrite pas, c'est pas les
les gadins que se prend Monday Night Raw ces dernières semaines, avec ou sans WrestleMania. Enfin voilà. Nous verrons bien si cette semaine nos avis sont les mêmes que l'audimat américain. Dans tous les cas, nous la semaine dernière, dans notre review avec Chris, on était tous les deux d'accord pour dire que c'était All Elite Wrestling Dynamite qui était le meilleur show la semaine dernière. Donc comme d'habitude, honneur au vainqueur. On va commencer à parler de l'épisode de Dynamite cette semaine. Et oh boy, qu'est-ce que c'était fun, j'ai trouvé, notamment dû à une chose. Puisque maintenant on le sait, hein, chaque semaine, l'élite, on sait jamais ce que va être le setting, on sait jamais ce que va être la configuration de Dynamite en Dynamite. Il y a des petits changements, des petites choses qu'on a plus, puis qu'on a à revoir. Et là, cette semaine, c'est au niveau des commentaires que moi vraiment il y a un truc que j'ai grave kiffé. La semaine dernière, donc Tony Schiavone au commentaire était soit accompagné de Cody Rhodes, soit de Colt Cabana, qui était plutôt sympa. Et là cette semaine, il est avec le même invité tout du long de l'émission, et l'invité c'est ni plus ni moins que le champion Chris Jericho. Et voilà, Chris Jericho est une star, même au micro, même si on le voit pas. Est-ce que vous avez kiffé autant que moi le Chris Jericho, le champion, au micro des commentaires toute la soirée, ou vous êtes moyen fan? Oh, moi j'ai adoré. Hein. C'est le gros point positif de l'émission. Les commentaires de Chris Jericho qui a assuré du début à la fin. Ouais, non, il l'a pas dégagé, je pense, à ce jeu-là, Jericho, surtout à la All Elite Wrestling. Pareil, Partout, je suis d'accord avec tout ça. Ça a été le kiff, le bon kiff de cette émission. Ouais, non, mais même au-delà de AEW, hein, je pense même à WWE, Ouais. il y a personne qui peut faire les commentaires pendant 1h30, et alors que c'est pas son boulot, et être aussi divertissant que ça, hein, que ce soit pour décrire ce qui se passe dans le ring, rajouter du storytelling, faire du trash talk, maintenir un peu les rivalités, raconter de la merde, parler de hentai prise pendant le match de Nakazawa et Omega contre les Best Friends. Enfin, c'était un festival tout du long. Il montre pourquoi il est the GOAT. JBL est pas mauvais aussi. Non, je déconne. Oui, avec un côté plus droite républicaine, mais J'ai un humour plus spécial. c'est clair. Disons que si t'es un mec blanc américain retraité milliardaire, JBL se fait plus marrer que Jericho, quoi. Mais sinon, en dehors de là, c'est un peu compliqué de trouver ça plus drôle. Donc voilà, donc cette semaine, effectivement, Jericho qui nous a fait grave plaisir au micro avec Schiavone. Et sinon, mais pour le contexte à côté du ring, autour du ring, eh bien, l'élite, comme la semaine dernière, il y a 3 semaines, avait mis du monde. Là, c'était beaucoup de jeunes catcheurs, donc de la Nightmare Factory, donc qui est l'école de formation de catch de QT Marshall et de la Nightmare Family en Georgie, puisque du coup ils tournaient là aussi encore. C'est un épisode qui était enregistré depuis le gymnase de QT Marshall en Georgie. Donc il y avait une grosse douzaine, j'ai l'impression qu'il y avait encore plus de monde cette semaine que la semaine dernière, de gens autour du ring, donc des gens qu'on ne connaît pas, des gens qu'on connaît aussi, d'autres catcheurs comme Jimmy Havoc, Marco Stunt, Sean Spears, etc. Donc il y avait du monde autour du ring, et ça faisait depuis je ne sais pas combien de semaines, depuis le début de cette merde de Corona Mania, qu'on n'avait pas entendu dans le public un chant This is awesome, clap clap clap, ou holy shit, et même si c'était fait que par 15 personnes, putain ça fait du bien, quoi. Ah, c'est sûr. Hein. Ça, on voit que Qui ça nous rajoute. fait d'air frais Ouais. dans le visionnage du truc, parce que c'est vrai que tous ces shows à huis clos, ça devient anxiogène, hein, j'ai envie de dire. Et là, c'était plutôt intelligemment joué, encore une fois, de la part de la All Elite Wrestling, même si ça c'est bafouer les règles élémentaires du confinement, mais bon. Ouais, mais encore une fois, aux États-Unis, les règles sont pas les mêmes que chez nous, hein. Ça c'est clair. D'ailleurs, pour la petite histoire, on avait lu la semaine dernière que le gouverneur de Georgie, donc là où il a eu tourné ses émissions, avait fait une déclaration comme quoi il annulait tout rassemblement de plus de 2 ou 3 personnes, parce qu'il venait d'apprendre depuis 24 heures que pouvait y avoir des gens qui pouvaient être malades du coronavirus sans avoir des symptômes. Et T'as découvert ça, le mec. La semaine dernière. Donc, pour vous dire qu'ils sont largement aux fraises, les Ricains, là-dessus. C'est pas pareil qu'en Europe, ils se prennent la vague puissance tsunami 10 000, mais avec du décalage, et puis du décalage de certains fonctionnements fédéraux qui fait que d'État en État, eh bien, ils ont pas les mêmes règles.
Bref, tout ceci a permis à la Elite Wrestling de pouvoir tourner beaucoup de matos, puisque d'après ce qu'on a appris par Dave Meltzer, ils auraient de quoi diffuser tout le mois d'avril et une bonne partie du mois de mai déjà dans la boîte. Donc, la WWE continue les enregistrements aussi. Ils reprennent au PC tranquillement là en fin de semaine. D'accord. Ils viennent d'annoncer l'annulation de Money in the Bank aussi. Ouais. Bon, ça c'est pas un mal. Oui, parce qu'à WrestleMania, la grosse blague, WWE faisait des pubs pour Money in the Bank qui tiendrait dans une arène, je sais plus dans quelle ville. Ouais, le 10 mai. Ils ne tiennent pas officially not taking place in Baltimore. Ça veut pas dire que c'est annulé. Ouais, mais ils ont annulé le show à Baltimore. Donc, si, ça a été annulé. Ouais. Donc on verra bien. Donc on commence le show Dynamite par une promo de Jake the Snake Roberts, donc dans sa chaise face caméra, c'est enregistré avec une petite musique lugubre qui rajoute de l'emphase et du drama à ce gars, ce manager que personnellement je redécouvre semaine après semaine comme étant un gros talker, quelqu'un qui a des promos vraiment avec un espèce de naturel déconcertant, presque à se demander mais ce mec-là, s'il sait encore faire des trucs aussi bien que ça, où est-ce qu'il était ces 15 dernières années? Fuck it. Donc, il nous parle, bien sûr, encore une fois, de son client, Lance Archer, et toujours en collant des taquets dans la tête blonde peroxydée de Cody Rhodes, puisqu'ils sont mis en tête de venir le chercher. Donc voilà, il dit « Mon histoire sera ma destinée. Est-ce que quelqu'un qui monterait dans le ring contre Lance Archer est-ce que il le ferait avec une prière? Est-ce que quelqu'un monterait dans un train qui vient de dérailler devant lui? Eh bien, c'est la même situation. C'est se mettre dans la merde la plus totale. Personne ne ferait ça avec un esprit sain. Donc, si quelqu'un essaie de monter dans le ring avec Lance Archer, c'est simple. Comme ça, il est terminé, il est fini. C'est ce qui est arrivé à Marco Stunt la semaine dernière. Et Cody, ce soir, il a un match contre Shawn Spears dans le tournoi pour couronner le premier champion TNT. Et bien sûr, il y a peut-être la possibilité, si d'un côté Cody et de l'autre côté ce Murder Hawk gagnent tous leurs matchs, qui se rencontrent tous les deux en finale. Donc Jake the Snake dit, ok, Cody, est-ce que tu vas gagner contre Shawn Spears ou est-ce que tu vas glisser? Est-ce que tu vas perdre finalement? Est-ce que tu vas perdre volontairement? Afin de ne pas affronter Lance Archer parce que t'as peur. Donc c'est le moment d'être un homme ou bien une souris. Squeak up. Donc tout ça pour nous mettre l'idée en tête que si Cody perd ce soir contre Shawn Spears, peut-être que ce serait volontaire de sa part afin de ne pas rencontrer Lance Archer dans le ring, et à juste titre, puisqu'on verra, ça suivra avec un match très court de Lance Archer, son deuxième après avoir tenté de tuer Marco Stunt. Ce soir, il tentera donc de tuer Alan Angels, donc un rookie qu'on ne connaît pas dans le show. Encore un match ultra rapide, encore plus rapide que la semaine dernière. Donc notamment, il y aura un gros spot où Archer prendra donc son adversaire du soir dans une position d'étranglement de type chokeslam, mais il lui fera une release overhead suplex avec juste un bras, ce qui était assez impressionnant vu qu'il a lancé de l'autre côté du ring, et c'est avec son blackout, sa prise de finition, qui gagnera le match. Toujours buildé monstrueux, toujours buildé destructeur, super nerveux, très puissant. Quand il arrive dans ring, Lance Archer, ça pas sonné que son adversaire est déjà à terre en fait. Donc voilà, encore une fois cette semaine, Jake the Snake et Lance Archer, combo gagnante. Est-ce que ça marche pour vous, ce duo impitoyable et grosse baston, j'ai envie de dire flawless victory perfect, Tonton Chris? Est-ce que tu aimes toujours... écoute, pardon, excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que tu kiffes toujours le gros Lance Archer? Écoute, comme je te l'ai expliqué la semaine dernière, je découvre ce catcheur. Voilà, je ne le connaissais vraiment pas. Voilà, j'avais juste entreaperçu comme ça, et puis vu passer quelques infos à droite à gauche. Mais vraiment, c'est vraiment un type qui, pour le coup, je découvre. Et moi, forte impression sur le tonton. Ce mec est hyper impressionnant physiquement, je trouve, a une gueule incroyable. Un bon look, je sais pas ce qu'il donne au micro, mais en tout cas, en mode de destruction, voilà. Enfin, je veux dire, il y a quand même mercredi soir, on a assisté à une tentative de meurtre, donc c'est quand même, ça rigole pas, quoi. C'est quasiment du snuff movie, quoi. Le pauvre jobber là, vraiment priez pour lui, quoi. Non, moi vraiment
le mec fait forte impression sur Myself. Hein, c'est la vache. Et quand il est redescendu du ring à la fin et qu'il s'est retrouvé face au Gunn et à Mark Austin, là, je me suis dit, mais putain, mais ce type est un monstre, mais oh là 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 là. Donc non, véritablement, pour moi, c'est une belle découverte. Et puis, bah, écoute, ça confirme la théorie qu'on avait la semaine dernière, c'est-à-dire que il est bon pour la All Elite Wrestling à l'heure actuelle de commencer à collectionner quelques powerhouse. Et celui-ci me fait penser que là, ils ont trouvé du lourd, du très lourd, bien. Du super heavyweight. Donc, tonton Chris qui découvre Lance Archer, il est client. Ringside, par contre, tu es beaucoup plus familier avec Lance Archer, hein, puisque tu l'as vu à la New Japan de nombreuses fois, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses de son arrivée à la All Elite et de son repackaging? Est-ce que tu es client ou pas? Ah ouais, moi ça fait longtemps que je suis client de Lance Archer, big guy, vraiment badass, qui fait peur. Voilà, il a une gueule qui fait peur. T'as pas envie de le croiser dans la rue. Et voilà, le bouquet comme ça, il vient venir décimer des no-name, c'est toujours efficace. L'association avec Jake Roberts, c'est plutôt cool. Ça donne un peu de star power. Ouais, ils ont peu de chance de se planter avec ce mec-là qui est quand même assez sûr. Hein, il a déjà bien bourlingué, lui. Hein, il a démarré à la WWE il y a très longtemps. Petite équipe avec Kurt Hawkins, Rapidos. Ils ont pas capitalisé du tout sur lui. Il a bossé à la TNA. Il a débarqué au Japon. Il était avec le Suzuki Gun en équipe avec Davey Boy Smith Jr. Il a été plusieurs fois champion par équipe. C'était les big guys de la New Japan, hein, parce qu'ils faisaient à peu près 2 ou 3 fois la taille des catcheurs locaux, des catcheurs standards. Et puis un run assez rapide de champion US. Il a perdu le titre face à John Moxley. Il a vraiment explosé l'année dernière au G1 Climax en solo, Archer, et là on voit ça se concrétise sur la scène américaine avec il arrive en grande pompe accompagné de Jake Roberts. Pour l'instant c'est du sans faute. Maintenant j'attends de le voir dans des gros matchs. Mais je sais qu'il a un catch assez solide pour faire ce qu'il faut. Je suis plutôt convaincu. Sachant que son premier match dans le tournoi TNT Championship sera contre Boom Boom Colt Cabana. Donc voilà. Gros match oui et non, hein, puisque Colt Cabana est beaucoup plus sur le registre du comedy wrestling. Comme vous l'avez vu, Lance Archer pas du tout. Donc on va voir ce mélange des styles. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça fera comme l'huile et l'eau? Ça restera chacun de son côté. Ça sera dans les semaines à venir. On passe ensuite à la division féminine. Alors juste avant ça, on a d'ailleurs pour la première fois, il me semble, à Dynamite, les rankings, donc les classements des différentes divisions. Généralement, c'est plus sur leur compte YouTube qui diffuse ça, mais là, afin de mettre un peu de contenu différent, ils ont mis cette petite vidéo qui nous montre un peu qui sont les top contenders, les top 5 de chacune des divisions, hein, tag team, féminine et masculine. Moi, je trouvais ça plutôt cool qu'ils mettent dans l'émission. Je suis plutôt partant pour que chaque semaine, on ait ce petit truc des rankings qui prend 2 minutes, hein, mais dans l'émission Dynamite, je trouve que ça renforce un peu plus l'intérêt peut-être de ces classements, même si on est toujours un peu sceptique sur est-ce que ça va marcher sur la longue ou pas, mais tant qu'à faire, c'est du contenu qu'ils font et qui existe, autant l'utiliser à la télé. Je trouve ça plutôt pas trop mal. Et donc, comme je disais, division féminine, on a un match entre la numéro 1 et la numéro 2, donc Hikaru Shida et Britt Baker, DMD, la dentiste, dans un match, ma foi, on est souvent à critiquer à juste titre et à dire que la division féminine est un peu le talon d'Achille de la All Elite. Et ce soir, le match, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très cool, vraiment très bien raconté et notamment une double performance vraiment canon. D'un côté de Shida dans le ring, puisque je trouve que vraiment entre les cordes, elle fait des trucs vraiment cool. Je pense que c'est vraiment la catcheuse la plus talentueuse dans le ring à la All Elite. Et de l'autre côté, Britt Baker qui a fait un boulot de plus de développement de personnage, de storytelling et de promo après le match qui était juste vraiment phénoménaux. Pour la faire courte, à un moment donné, Britt Baker durant le match va jouer son rôle de heel à la perfection et trash talker son adversaire, va parler à la caméra plusieurs fois en demandant à Tony de dire à tout le monde que c'est sa division. En même temps, Jericho qui lui criera « Attention derrière toi, Britt !» « Ah, elle peut pas m'entendre, c'est vrai. »
puisque Hiroshida l'interrompra dans cette promo pendant le match. Britt Baker essaiera de péter les dents littéralement de Hikaru Shida en lui faisant mordre la corde et lui mettre un coup de pied à la tête, coup qu'elle avait fait il y a quelques semaines à une autre japonaise qui avait de fait perdu réellement a priori une dent en kayfabe, bien entendu, on l'espère. Un peu plus tard dans le ring, Baker tentera de faire sa soumission, donc c'est une espèce de mandible claw avec une crossface, mais bien sûr, eh bien, coronavirus oblige, elle demandera un gant en latex à l'arbitre, ce qui était bien trouvé, puisque évidemment, le temps qu'elle mette le gant en latex, Hikaru Shida trouvera une solution pour se libérer de cette prise, et ça tournera à la faveur de la japonaise qui, avec son gros coup de genou, donc running knee strike, remportera la victoire. Mais durant le match, on aura vu Britt Baker abondamment saigner du nez, visiblement un nez cassé ou du moins très endommagé, ce qui donnera l'occasion d'avoir des images plutôt efficaces de Britt Baker, puisqu'elle sera là plutôt bien apprêtée et jolie comme elle est, mais avec le pif complètement ensanglanté, toute la gueule ensanglantée, qui sera assise encore sur le ring post en faisant des grands sourires avec ses dents rouges, et juste après le match, elle fera une promo qui était, ma foi, complètement ouf, j'ai trouvé, surtout vu la circonstance, avec encore une fois la gueule tout en sang, où elle dira voilà que c'est quand même cette division, même si elle a perdu, et que Hikaru Shida c'est vraiment une vilaine fille, elle est violente, c'est la catcheuse la plus dangereuse avec qui Britt Baker est jamais caché, la preuve, regardez sa face, son visage maintenant, et heureusement que Hikaru Shida lui a pas pété les dents. Là, elle marque une pause et fait ouais, quoique si elle avait fait, j'aurais pu moi-même le remettre en place, je suis une dentiste. Et elle se casse. J'ai trouvé ça plutôt impeccable. Ringside, qu'est-ce que tu as pensé, toi, qui, je sais, est très critique de la division féminine à la Relative Wrestling? Est-ce que ça redresse un peu la barre ou tu restes indifférent? Bah, c'était pas le pire match qu'ils aient exécuté. Moi, je trouve ça toujours trop long. Et Hikaru Shida, faut lui donner à manger parce qu'elle avait l'air très très maigre quand même dans le match. Sinon, ouais, je suis moins enthousiaste que toi. J'ai pas trouvé ça non plus fantastique. Je sais pas grand chose à dire de plus. Voilà, j'aime plutôt bien Hikaru Shida. Britt Baker, elle est toujours green, donc voilà, elle a bien travaillé son personnage, c'était pas mal. Mais après le match, a pas fait d'étincelle non plus. Mais ok, c'est toujours un peu trop long pour moi. Mais c'est pas ce qui me passionne, moi, tout ça. Donc. Très bien, bah, ça n'aura pas sauté le plafond. Ça n'aura pas suffi à rallumer la flamme de l'intérêt pour les dames dans le ring. Et toi, tonton Chris, est-ce que t'es un peu plus saucé que Ringside ou Alors, je suis mitigé, moi. Moi, j'aime bien Shida. Je l'avais déjà signalé, donc je le répète. J'aime bien Shida, même si effectivement, je l'ai trouvé moi aussi amaigri. Mais bon, voilà. Et j'ai trouvé le combat moyen. Je n'aime pas du tout Britt Baker entre les cordes. Par contre, je reconnais qu'elle a fait une très bonne promo à la sortie. Et que ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié la promo de Britt Baker à la sortie, alors que c'est une catcheuse que je n'aime pas. Et que entre les cordes, je trouve, ne m'intéresse pas. J'y arrive pas avec elle, quoi. Et donc, du coup, si tu veux, donc pour moi, le match était un match moyen. Ça, c'est compliqué, quoi. D'un côté, j'ai envie de te dire que j'ai trouvé que c'était peut-être effectivement l'un des meilleurs combats qu'on ait vu dans la division féminine depuis le début des Weekly Dynamite. Mais bon, je reste perplexe sur Britt Baker, mais je reconnais la qualité de la promo à la fin. Voilà. Ok, sachant pour info que Britt Baker, d'après ce que j'ai lu ou entendu, effectivement, elle est green dans le ring, mais je crois qu'elle a catché il y a 6 ans, même pas. Donc, d'accord. Peut-être que ceci explique cela. Après, ça ne justifie pas tout, mais voilà, effectivement, elle est encore. Elle devrait s'améliorer avec le temps, mais c'est sûr que miser autant dessus, alors qu'elle n'est pas prête à 100%, c'est une drôle de décision, mais bon. Ouais, mise autant dessus, attention, elle est 4 de ranking, elle vient de perdre, où elle
elle ne pourra pas évoluer. Enfin, elle restera encore dans le top 5, mais dans le bas du top 5. Moi, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont plutôt conscience de ça et qu'ils poussent des gens plus capables dans le ring comme Nishida, justement, qui est number one contender actuellement. Mais par contre, c'est clair que en termes de travail sur le personnage, de storytelling, etc., je trouve que Britt Baker, elle fait un super boulot, quoi. Alors, on va pas l'enterrer tout de suite. Ah non, je trouve que vraiment qu'avec cette espèce de gimmick un peu bancal de dentiste, là, avec son heel turn et différents trucs, elle arrive à tourner la table, comme on dit, et tourner la situation à son avantage. Enfin, moi, j'ai vraiment été bluffé par la dame, mais je fais ok, c'était, je trouve, solide. Avec peu de choses, elle arrivait à raconter un truc qui était, moi, qui m'a plu, en tout cas. Mais je suis content, vos avis, vous n'êtes pas du tout aussi emballé que moi. Est-ce que par contre vous êtes emballé par le match qu'on aura la semaine prochaine, dont on nous fait très largement la promo dans cet épisode, le match pour le titre ultime, donc ce sera Jon Moxley et Jake Hager dans un No Holds Barred match qui aura lieu la semaine prochaine, et durant l'émission, on aura deux différents montages vidéo qui bien souvent racontaient un peu la même chose. Qui racontaient la même chose. Voilà. La même chose. Donc on avait une redite dans le show de quasiment du copier-coller, quoi. Ouais, disons il y avait un segment qui était lors de la première heure et un autre segment durant la seconde heure. Voilà, je pense qu'ils ont voulu s'assurer que toute personne, même si vous ne regardiez qu'une seule heure du show, vous ayez une vignette qui vous parle du match, afin de faire la promotion du match, et que de la semaine prochaine, vous regardiez l'émission pour voir le match de championnat. Donc on avait Jon Moxley qui disait dans son petit garage avec quelques sacs de frappe pendus que lui c'était un badass, que ce qui comptait c'est les tripes, hein, en gros, et que la semaine prochaine, du coup on va se mettre sur la gueule comme jamais, que dans le ring il y a quelques semaines, il a mis son paradigm shift, qui est sa prise de finition, qui a travaillé pendant des mois et des mois, et il a mis KO à peu près tout le monde sur la terre du catch avec cette prise, mais que quand il a fait Jake Hager, 4 secondes après, il s'est retrouvé dans une ankle lock. Donc du coup, il était pas inquiet, mais il avait conscience que Jake Hager, c'était du lourd, du gros morceau. Pendant ce temps-là, Jake Hager, lui, était dans une gym tout luxe, hein, avec tout l'équipement possible, avec sa femme qui l'entraîne, avec son entraîneur. Et Jake Hager nous dira qu'il n'est pas là pour la gloire, ni pour les fans, ni pour la ceinture, mais il est là pour le pognon, il est là pour la win. Et que du coup, il s'entraîne aussi pour le MMA, hein, pour Bellator, qu'il est invaincu en Bellator, qu'il est invaincu en catch, et qu'il va gagner. Et ensuite, c'est sa femme qui dira la même chose. Puis après, c'est son entraîneur qui dira la même chose. Après, c'est son facteur qui dira la même chose. Son prof d'école de primaire qui revient. Non, ça c'est à la WWE. Si on était à WWE, on aurait eu un Jake Hager This Is Your Life avec à peu près son institutrice qui vient raconter la même chose. Bref, ouais, c'était un peu redondant. On est d'accord. Ouais. Voilà. Bon, ok. Ils ont diffusé 2 fois le truc. Ils ont dû le faire qu'une fois. C'est pas très grave, hein. Problème de longueur, ce n'est pas les seuls cette semaine à nous infliger des trucs un peu trop longtemps. Nonobstant ça, en dehors de ça, est-ce que le match Hager contre Jon Moxley, donc question plutôt pour Ringside, puisque nous on en a parlé la semaine dernière avec Chris. Ringside, est-ce que, comme Chris et moi, tu vois que Jake Hager n'a aucune chance de l'emporter et d'emporter le titre la semaine prochaine, ou contrairement à nous, tu dis que la possibilité existe? Non, je pense pas. Non, le règne de Jon Moxley vient de débuter, donc je le vois mal perdre tout de suite contre Jack Hager. Après, j'avoue qu'une opposition d'une Ambrose Jack Swagger, pour me la vendre, faut faire un peu plus que montrer Hager faire du yoga dans un legging rose là. Et Ambrose dans son garage, quoi. Non, mais dit comme ça, c'est sûr que si on dit ok, tu veux avoir un match Dean Ambrose, ça fait pas rêver. Par contre, Jon Moxley contre Jack Hager, ça te donne un peu plus envie quand même. Hein. Ah ouais, d'accord. Et voilà. Ok. Ouais, non, on verra la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine du coup le combat. Ouais, c'est du No Holds Barred. MC Arena match. Ouais, vous attendez pas trop de folie quand même. Hein. Non, c'est sûr que ce sera pas le Spotfest 6 étoiles d'Elmetzer avec des moonsaults de ouf. Non, ça va pas de l'ambiance du match. Ouais, j'ai regardé Jon Moxley contre Suzuki cette semaine, hein, qui s'était passé pour le titre US à New Japan. C'était quand même pas terrible. Hein. Mais bon, allez, gardons espoir pour la semaine prochaine. J'ai de moins en moins
d'appétence pour Jon Moxley. Je trouve qu'il est très 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 surestimé le gaillard. Mais bon, on verra la semaine prochaine. On verra bien. Peut-être qu'on aura une bonne surprise, ou peut-être que nous serons confortés dans notre grise mine sur ce match. En parlant de grise mine, voilà quelque chose qui, j'espère, vous fera plutôt sourire, puisque on a une vidéo un peu plus tôt aujourd'hui entre Kenny Omega et Michael Nakazawa qui sont dans une roulotte et qui discutent et voilà, ils parlent de nostalgie, puisque pour savoir, les deux ont longtemps fait équipe à l'époque de leur année japonaise, notamment au sein de la DDT, qui est une fédération japonaise, où Kenny Omega a catché contre une poupée gonflable, contre une gamine de 6 ans, et donc a fait équipe à l'époque avec Nakazawa. Et les deux sont là et font ok, on a un match et tout ce soir, c'est cool, il faudrait qu'on ait un nom d'équipe quand même. Ah oui, c'est vrai. Et Michael Nakazawa, il dit, j'ai une idée. Vu que on est meilleurs potes tous les deux, on a qu'à s'appeler Best Friends. Et là, Omega, il fait, mais on a déjà une équipe à Dynamite qui s'appelle Best Friends, et puis ils sont là depuis un moment. Enfin, c'est des gens sérieux et compagnie. Et Nakazawa, il dit, oui, mais toi, c'est bon, t'es un vice-président, donc tu peux changer ça si tu veux. Omega, il est un peu gêné, il dit, bon, ok, je vais réfléchir. Et là, il y a Orange Cassidy qui sort des chiottes de la roulotte. Donc il y a Omega qui regarde ça, qui dit what the fuck, merde, peut-être qu'il a tout entendu. Et là, Orange Cassidy, il ouvre la porte de la roulotte et il y a ces poteaux, les vrais best friends, Chuck Taylor et Trent, qui arrivent et qui disent, on a tout entendu de ce que vous avez dit. Et là, le ton commence à monter et Trent et Chuck Taylor disent, ok, vous voulez vous approprier le nom Best Friends, et ben très bien, on a qu'à faire un match ensemble, et ceux qui gagnent, eh bien du coup gagnent le nom de Best Friends officiellement. Ok, c'est un match, et en 2 minutes, le match est booké. Trent et Chuck Taylor sortent de la caravane. Chuck dit à Orange Cassidy, retourne dans les shots. Orange Cassidy qui passivement retourne dans les toilettes. Kenny Omega qui regarde ça, disant, qu'est-ce qui vient de se passer? Et en concluant, je suis trop vieux pour ces conneries. La réplique fameuse donc de l'arme fatale. Et s'ensuit derrière un match tag team entre les deux, avec le titre Best Friends. Donc en jeu, on peut dire ça comme ça. Donc un gros comédie match. Là vraiment, on a eu un match qui était assez long, mais vraiment avec des milliards de conneries à la minute, que ce soit dans le ring ou aux commentaires avec Jericho. Donc voilà, Nakazawa qui utilisera son huile sur lui pour après s'être pris des grosses chops sur la poitrine, se mettra de l'huile dessus et d'un coup Trent n'arrivera plus à faire un seul attémis sur le torse huilé de Nakazawa. Nakazawa qui retirera son string, qui l'a sous son short de ring, qui fera une espèce de Mr. Soko avec son string sur les Best Friends, puis bien sûr sur Omega par inadvertance et par erreur. Parallèlement, côté du ring, il y a Sean Spears qui est là afin d'observer Michael Nakazawa et peut-être de le considérer comme son partenaire d'équipe, puisque Sean Spears est toujours à la recherche de son tag team partner. Donc voilà, il hurlera même des conseils à Nakazawa, enlève cette huile, voilà, vas-y tag, qu'est-ce que tu fais ci, fais pas ça. Et donc, bien sûr, à un moment donné, Orange Cassidy interviendra dans le match. Nakazawa aura utilisé son huile pour aveugler Trent et Chuck. Il fera la même chose à Orange Cassidy, sauf qu'Orange Cassidy, il a ses Ray-Ban, donc il est immunisé. Donc Nakazawa, il prend les Ray-Ban d'Orange Cassidy, les balance en dehors du ring, va pour remettre de l'huile dans les yeux de Orange Cassidy, mais Orange Cassidy avait une autre paire de Ray-Ban sur lui qu'il met, il est encore immunisé. Bref, du comédie, on peut plus tout du long, et à la fin c'est les vrais best friends, donc Chucky T et Trent qui gagneront avec effectivement leur strong zero sur Nakazawa qui prendra le pin de ce soir. Mais tout ceci se finira bien, puisqu'au final les vrais best friends et les faux best friends se feront un gros hug avec Orange Cassidy au milieu du ring pour le plus grand plaisir des fans de comedy wrestling. Est-ce que c'était ton cas ringside? Alors, j'ai beaucoup entendu parler de la DDT, parce que apparemment, c'est le genre de catch qu'ils font à la DDT. Tout à fait. Donc, DDT, c'est une fédération japonaise. Ouais. Avec notamment donc Kenny Omega qui a beaucoup catché, avec aussi Kota Ibushi. C'est ça. C'était de longue date. Qui ont apparemment fait des matchs de foufou. Je suis bien content de jamais avoir été regarder ce qu'ils faisaient, parce que c'était complètement indigeste. Ouais, non, moi surtout alors sans public, les délires là, coup d'huile de bébé, Nakazawa, je sais pas, Kenny Omega quand il fait le clown.
Ouais, c'est vrai que toi, tu aimes beaucoup Kenny Omega version. Version New Japan, ouais. Ouais. Là, j'avoue que c'est pas du tout ma cam, hein, tout ça. D'accord. C'était long, ça me fait pas particulièrement marrer. À part Chris Jericho au commentaire, tout le reste, moi, c'est de la... Ok. Je vais mettre ça au chiotte, voilà, mais je vais pas m'éterniser là-dessus. Mon cher tonton, est-ce que toi, au moins, le fun n'est pas mort en toi? Est-ce que tu as trouvé ça drôle? Ou t'es comme ringside et au chiotte? Non, je mettrais pas ça au chiottes. Je trouvais ça. Moi, j'ai bien aimé Jericho au commentaire et j'ai bien aimé Sean Spears qui a taunté Nakazawa et qui a chambré Nakazawa et qui a trash talké Nakazawa et qui a pas arrêté. Ça m'a fait rire. Et effectivement, il y avait quelques passages de comedy wrestling assez sympas. J'ai trouvé ça trop long. Je comprends pas trop comment est utilisé Kenny Omega là au Elite Wrestling. Je vous cacherai pas. Je sais pas, je suis perplexe sur Kenny Omega en fait. Autant, moi je suis pas un suiveur comme vous deux de la NJ de PW. Par contre, je regarde les highlights et en général chaque année je regarde Wrestle Kingdom. Voilà mon rapport avec et je suis le résultat du G1 Climax. Quoi. Ça fait déjà quelques trucs, mais bon voilà. Et j'adorais Kenny Omega à la NJPW. Je veux dire, j'ai pas raté un de ses matchs contre Okada, j'ai pas raté son match contre Jericho. Je le trouvais extraordinaire. Et je cache pas ma pointe de déception avec Kenny Omega à la All Elite Wrestling. Et voilà. Et ce match n'a vraiment pas rassuré cette pointe, cette pointe de doute qui m'envahit. Et bon, voilà, c'était pas trop mal, mais j'étais pas emballé. Ok. Bon, sachant qu'à mon avis, je me trompe peut-être, mais ce match n'a lieu que parce qu'on est dans ce contexte particulier de Corona Mania. Oui. Je pense que si on était dans un contexte normal et régulier, où ils pouvaient faire le Blood and Guts match, Elite contre Inner Circle et compagnie, on n'aurait pas eu ce comedy wrestling match entre ces deux équipes. Voilà, je pense vraiment que c'était ok, on a moyen de faire un match un peu fun, un peu sympa. Moi, j'ai vraiment pris ça pour une espèce de bouffée d'entertainment, un peu comme une comédie, mais qui était racontée dans le ring. Je comprends que ce soit pas la cam de tout le monde. Moi aussi, je peux avoir la dent dure parfois sur le comedy wrestling, selon comment c'est fait. Là, j'avoue que dans le contexte un peu morne actuel, le fait qu'il m'ait mis le sourire et le smile plusieurs fois durant ce match, ça m'a fait du bien. Donc j'étais plutôt content de voir ça aussi, même si je suis d'accord comme vous, je préfère voir le Real Boot Machine Kenny Omega qui nous sort des matchs incroyables, d'une technicité, d'une intensité folle pendant 1 heure, que le voir faire le guignol. On est d'accord, mais je trouve que ça n'entache pas la mystique du cleaner de mon point de vue. La mystique, c'est tout ce qui compte pour Monsieur Brody, le Exalted One, patron du Dark Order, puisqu'on voit qu'il débarque en sortant de son gros SUV Mercedes, tout de costard et de cravate vêtue, et il vient parler à 3 mignons, 3 subalternes du Dark Order qui sont là, tous masqués, sauf qu'il y en a 2 qui sont en t-shirt d'entraînement noir, et il y en a un qui, lui, a une chemise noire et une cravate dorée. Et Brody, ça lui plaît pas trop. Il dit aux 2 qui sont en t-shirt, qu'est-ce que vous faites là, fringués comme ça? Vous savez pas que la perception c'est la réalité. Qu'est-ce qu'on pense quand on vous voit comme ça? Est-ce qu'on pense succès? Est-ce qu'on pense pognon? Est-ce qu'on pense superstar? Non, regardez lui. Lui, quand on regarde, c'est ce qu'on pense. Donc, si on vous voit à l'aéroport comme ça, on vous dirait juste que vous êtes comme eux, peut-être comme les fans, je ne sais pas. Donc, il faut que vous repreniez. Et quant à toi, celui qui a la cravate, viens avec moi, j'ai une opportunité pour toi. Et s'en suivra un match un peu plus tard dans la soirée contre Lee Johnson, un extra de la soirée qui se fera exploser par une discus clothesline en à peu près 2-3 minutes. Et donc, on va plutôt parler, je pense, du segment que le match, puisqu'il n'y a pas grand-chose à dire du match. Il continue à nous montrer là aussi, un peu comme Lance Archer, que Brody est un big guy qui vient d'arriver et qui terrasse des gens en 2-3 minutes plus vite qu'il n'en faut pour dire Mr. Brody Lee. Ce segment, est-ce que là encore c'est un jab, un taquet à Vince McMahon ou pas? Votre avis? Ça y ressemble encore un petit peu. C'est peut-être moins franc du collier, mais on reste dans le même délire. Après, ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Le message est clair. On n'est pas dans le what the fuck, qu'est-ce que c'est. On comprend où il veut en venir. Et puis, ouais, effectivement, ça reste dans le même délire.
en étant un petit peu, peut-être un petit peu moins direct, mais c'est plutôt bien fait, moi je trouve. Justement, moins direct, je suis pas sûr. Je me rappelle d'une époque, à l'époque où CM Punk était champion de la WWE. Ah, ouais. Donc ça remonte. Hein. Donc CM Punk champion de la WWE, et je me rappelle dans les sites de news sur les caches que je suivais à l'époque, avoir lu une interview de CM Punk où ça parlait de dents backstage qui faisaient un peu grincer dans son règne, et notamment du fait qu'il avait été reproché par la WWE, donc certaines légendes, des producteurs et aussi Vince, la manière dont il s'habillait, la manière qu'il allait s'habiller, notamment quand il arrivait aux aéroports, où CM Punk, il était en jean, t-shirt et hoodies, avec une casquette ou un bonnet, alors qu'il y a pas mal de superstars qui sortent de l'avion en costard. Et il lui avait été fait la réflexion que c'est pas comme ça que devait s'habiller un champion, et qu'il devait faire gaffe à ses fringues et l'image qu'il renvoyait même en dehors des émissions, en dehors du ring. Donc, est-ce que c'est une référence à ça ou pas ? Moi, j'ai l'impression que c'en est plutôt une, quasiment directe. Après, c'est peut-être moi qui vois des liens, là il y en a pas, mais vu ce qu'on nous a servi les dernières semaines avec les segments de Brody Lee, ça ne m'étonnerait pas. Ah ouais, c'est vrai qu'il trouvait CM Punk un peu trop grunge pour passer dans les émissions, etc. C'est vrai que ça lui a été pas mal reproché, ça. Yes. Donc voilà, tonton Chris, sur Mr. Brody Lee et ses conseils de relooking extrême et de... Tu es plutôt d'accord, tu es pour la cravate, toi, ou le t-shirt, ça te dérange pas ? Non, moi je suis assez contre la cravate, mais je suis même totalement contre en réalité. Mais pour le coup, c'est clairement un tacle à Mr. McMahon, quoi. Enfin, de toute manière, c'est clairement ça depuis le début. Moi, j'ai mis le premier segment à comprendre. Il a fallu que vous, que vous m'éclairiez de vos lumières tous les deux. Et puis après, voilà, maintenant, c'est clair que c'est affiché, voilà. Moi, je marche plutôt bien dans la combine. Donc jusqu'à présent, moi, ça me plaît pas mal. De toute façon, tout ce qui tourne autour du Dark Order, moi, j'avoue, à la All Elite Wrestling, je suis assez client depuis le début. Donc, avant même que Brody Lee apparaisse. Donc, le fait que Brody Lee soit là, ça a été pour moi un truc positif supplémentaire. Ok. Enfin, voilà quelque chose un segment qui trouve faveur à ton regard. C'est cool. Voilà. Est-ce que la suite sera de même ? On verra. La suite, en tout cas, c'est un petit segment qui est tourné depuis le Hardy Compound, puisque nous avons Damascus, l'entité multimillénaire qui habite actuellement le vaisseau qui est le corps de Matt Hardy, donc il filmait chez lui en réponse à Chris Jericho et ses commentaires de la semaine dernière. Donc Chris Jericho s'est foutu de la gueule de The Elite, les amis de Matt Hardy, mais Matt Hardy dit voilà, Chris devrait regarder un petit peu plus les gars qui l'entourent dans le cercle intérieur. Voilà, il y a Sammy Guevara, l'autoproclamé Spanish God. Eh bien, Matt Hardy lui sait que Guevara c'est un faux dieu. En plus, c'est même pas forcément un vrai espagnol. Donc, s'il croise Sammy Guevara, il demandera qu'est tal. Ensuite, il parlera donc de Proud and Powerful, les portoricains. Eh bien, Matt Hardy dit qu'il adore la bouffe portoricaine, donc il a hâte d'en prendre une croquée, de croquer dans leur chair pour goûter cette chili pepper sauce. Et ensuite, Jack Hager, eh bien, il se fait appeler Jack Einstein, puisque selon Matt Hardy, Jack Hager est quelqu'un d'intelligent qui sait parler, et Jericho l'a transformé en créature de Frankenstein. Il ne manque plus que des ampoules sur la tête pour finir la transformation. Bref, Matt Hardy, tout ce qui l'a énervé, c'est que Jericho essaie de recruter Vanguard One la semaine dernière en lui offrant un t-shirt. Donc Hardy demande à Vanguard One de ramener le t-shirt de Jericho. Vanguard One arrive, ce n'est pas le t-shirt de Jericho qu'il a, mais le nouveau t-shirt de Matt Hardy. Donc Matt demande où est le t-shirt du Inner Circle. Vanguard One dira c'est un t-shirt, il est en feu. Comment ça ? Ouais, il est en feu dans une poubelle, et effectivement, il y a une poubelle qui est coupée par terre en deux, et il y a le t-shirt de l'Inner Circle qui est en train de brûler. Et bien, du coup, Matt Hardy dit, c'est exactement ce que je vais faire au Inner Circle, en faire un feu de poubelle, et j'invite Jericho à venir dans mon compound et de m'affronter dans un match qui sera un Elite Edition match. Donc ça y est, ça nous est annoncé, ou du moins teasé, un match au compound des Matt Hardy, un peu à l'idée de Final Edition et autres Apocalypse d'Edition match qu'il ait fait à la TNA et à la WWE.
qu'est-ce qu'on peut attendre après qu'on ait vu ce week-end à WrestleMania le Boneyard match du Taker et de Styles, le Fire Funhouse entre Cena et Bray Wyatt. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un match Deletion entre Matt Hardy et Chris Jericho? Tonton Chris, qu'est-ce qui toi te ferait plaisir? Ah là, je sais pas. Écoute, alors moi je fais partie de ceux qui avaient énormément aimé Deletion Et je sais. entre Matt Hardy et Jeff Hardy. J'avais beaucoup moins kiffé le deuxième en tag team, où ils avaient affronté Abyss et je sais plus qui était le partenaire d'Abyss. Par contre, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde ce que faisait la WWE avec ça. Remember, Bray Wyatt, Orton, voilà, des choses comme ça, quoi, qui m'avaient absolument pas plu. Et après, le dernier en date qu'on a eu comme exemple de ce genre de choses, c'est le fameux Boneyard match qui m'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Donc, alors là, je vais certainement refroidir l'ambiance, mais moi, alors là, Matt Hardy, je l'ai trouvé très mauvais. Et c'est pas passé auprès de moi, quoi. Je sais pas. En fait, moi, il y a plein de trucs qui me gênent avec Matt Hardy, quoi. C'est le fait on n'est plus au Final Edition. Il était plus jeune, il était un peu moins brisé. Il avait pas encore le genou complètement dans la boîte à gants, alors que maintenant, dorénavant, il a le genou complètement plié en 6 dans la boîte à gants. Je vois pas ce qu'il peut donner et ce qu'il a montré à la WWE à la fin in ring, c'était quand même terrible, quoi. Enfin, moi, j'étais vachement attristé pour Matt Hardy, quoi. Et c'est bizarre, hein, je suis mitigé. J'ai du mal à exprimer mes émotions sur cette affaire. Voilà, j'ai trouvé hyper délire la semaine dernière Jericho. Autant cette semaine, Matt Hardy, pour moi, c'est tombé à plat, quoi. Et voilà. Donc, alors, est-ce qu'un match entre Matt Hardy et Jericho m'intéresse? Oui. Un compound match, oui, parce que Matt Hardy, du coup, va pouvoir se préserver physiquement avec un gros montage, un gros taf de la prod. Et oui, si tu veux, c'est tout le paradoxe. C'est que oui, je suis d'accord pour voir ce match-là. Mais je suis très inquiet quand même pour Matt Hardy. Ok. Et toi, Ring, est-ce que tu es inquiet ou plutôt saucé par le match à venir? Moi, j'attends surtout le retour de Senior Benjamin. Senior Benjamin. Il est toujours pas là. Voilà. Oui, c'est vrai. J'y avais pas pensé, tiens. Je suis plutôt, moi, je suis plutôt hypé de voir un truc de genre, surtout avec Chris Jericho et puis tout l'Inner Circle. Ça peut donner un truc super fun pour le coup. Donc moi je suis plutôt hypé. Alors ouais, c'est peut-être pas la meilleure prestation de Matt Hardy depuis le début de sa carrière en tant que Broken Matt, mais voilà, c'était une promo face caméra standard. Peut-être pas la plus inspirée, mais voilà, si ça nous amène à un match Jericho Hardy dans les conditions du compound avec tout le délire qui va avec, moi je suis plutôt client, hein, clairement. Ouais, je te rejoins sur ce coup, hein. Effectivement, moi aussi pareil. Encore une fois, dans ce contexte de Corona Mania, tout ce qui peut nous permettre d'avoir du contenu un peu différent, qui sort des quatre murs d'une arène de catch sont les bienvenus, et on a vu par le passé qu'il y avait eu des trucs quand même assez cool, et puis là vraiment avec ces deux esprits créatifs, que ce soit Jericho et Matt Hardy, et un peu leur sens aussi du drama et de la comédie, il y a moyen d'avoir quelque chose de plutôt savoureux. Donc on verra ça. Il n'y a pas de date annoncée pour l'instant. On n'est même pas encore sûr et certain que Jericho accepte, hein, tout simplement. Donc là, c'est juste une proposition qui a été faite à suivre, donc peut-être la semaine prochaine pour la réponse de le champion à ce sujet-là. On passe au main event of the evening, le premier match du tournoi pour couronner le premier champion TNT. Et donc, du coup, c'est Cody contre Sean Spears. Revanche d'il y a quelques mois. On a des vidéos récap d'ailleurs de leur histoire à tous les deux, hein, de ce fameux coup de chaise dans le crâne de Cody qui lui a fait 10 points de suture, qui avait fait grincer des dents et hurler dans les chaumières à l'époque, qui s'était suivi par la victoire de Cody lors du match revanche. Et donc c'est un gros match chargé d'histoire qu'on va avoir. Je parlais juste du finish parce que je pense que c'est là que ça concentre peut-être les débats et les choses notables. Sur la fin du match, du coup, on a Sean Spears qui va mettre son C4, hein, dans son prise de finition, mais Cody contre et met son crossroads. Ne fait pas le tomber, relève Sean Spears directement, fait un deuxième crossroad dans la foulée, fait le tomber, mais
Unbelievable, Spears s'en dégage. Donc, 2 Crossroads ne suffiront pas pour que Sean Spears soit vaincu ce soir. Cody Rhodes, lui aussi, est abasourdi, mais ne perd pas trop de temps. Le met en figure 4 leg lock, donc prise de soumission de Ric Flair, mais qui a aussi été utilisée par Dusty Rhodes, hein, comme on nous rappelle au commentaire. Et bien, ce n'est pas un abandon, mais c'est bien un tombé de 3, puisque Sean Spears restera pétri de douleur, pris dans la soumission sans pouvoir s'en dégager, les épaules au sol pendant plus de 3 secondes. L'arbitre fait le tomber, et donc victoire par pinfall de Cody. Et c'est bien souligné par les commentaires, c'est peut-être la première fois que quelqu'un gagne un match de cette manière, en mettant quelqu'un dans le figure 4 lock, mais gagne pas par soumission, mais par tomber l'arbitre. Est-ce que effectivement vous avez en mémoire quelque chose de similaire, ou c'est vraiment quelque chose d'inédit? Et si c'est quelque chose d'inédit, est-ce que vous kiffez ou pas? C'est pas inédit, hein. Ric Flair, il a gagné pas mal de matchs comme ça. Ah oui? Ce bon vieux Ric Flair à l'époque, hein. Il y a bien longtemps, je crois qu'il y a un match Ric Flair Macho Man qui se termine comme ça. Alors je sais plus c'est à quel pay-per-view à la WWE, mais effectivement c'est du déjà vu à la vieille époque, hein, dans les années 80 et durant les règnes de Ric Flair à la NWA. Ça se fait pas depuis très 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 longtemps, mais ça s'est déjà vu. Ce qui est assez original quand même d'avoir ressorti ce truc-là. C'est bien dans l'esprit de Cody, hein, qui se veut un peu le successeur de toute cette génération, hein, l'héritier de la NWA. Après, j'ai eu quelques problèmes avec ce match dans le fait qu'ils ont utilisé des tables, des barrières, des coups de ceinture. Le coup de ceinture, c'est effectivement Cody avec sa weight belt, hein, qui porte, qui en est toujours. Alors, ça fait plusieurs matchs qu'on le voit lacérer au moins une fois le dos de son adversaire quand il a de l'énervement pour lui. Donc il a fait ça avec NJF, il fait ça avec Sean Spears, donc il fait pas ça sur tout le monde, mais avec les gens qui l'aiment pas, il le fait. Et effectivement, il y a eu un gros spot, hein, donc sur une barrière de sécurité qui a été démontée par Sean Spears et qui a été utilisée comme étant une rampe d'atterrissage pour Cody Rhodes qui s'est fait malmener. Pareil, Cody est passé à travers une ou deux tables, je crois, je sais plus, donc à l'extérieur, hein, des gros spots. Donc c'était pas un match sans disqualification. Ceci dit, il n'y a jamais eu, à part la ceinture sur un strike, il n'y a jamais eu d'objets illégaux qui ont été utilisés directement. C'est juste qu'ils ont été balancés sur des trucs comme ça. Il y a un mec aussi qui a intervenu de l'extérieur pour agripper. Sean Spears. Ouais, c'est des trucs, ça m'énerve quand ça se passe à la New Japan Pro Wrestling. Commence à faire pareil ici. Moi, ça me pose problème. Après, le match, il était plutôt chouette. Dans l'ensemble, si on fait abstraction de ça. Bon, Sean Spears, ça reste un loser, mais il faut un peu plus longtemps pour le battre. Sinon, ils ont fait un match propre, hein. Avec le finish était quand même plutôt cool, plutôt original. Non, voilà. Hormis ce gros problème d'arbitrage, il n'y a pas grand-chose à dire pour ce début de tournoi. La victoire de Cody, c'est logique. Et puis ils ont fait le spectacle dans le main event, donc c'était plutôt pas mal. Ok. Tonton Chris, ton avis sur ce main event et sur ce finish? Ouais, bah c'était le rematch de All Out, hein, c'est ça, hein, donc ça datait du mois d'août de l'année dernière. Donc écoute, moi j'ai trouvé ça pas trop mal. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas le droit aussi non plus à des vrais main events avec un vrai match long, voilà, tu vois, avec un peu d'histoire, un peu de machin, que ça fait du bien d'avoir ça. Bon, moi, j'étais totalement passionné par les commentaires de Jericho, totalement passionné par la tenue de Brandi Rhodes aussi. Donc ça a été quelques ingrédients qui m'ont permis de bien accrocher au match. Donc du coup, j'ai plutôt un bon a priori sur ce main event. Voilà, je trouve Sean Spears vachement massifié. Voilà, je le trouve. Je crois qu'il bosse beaucoup à la salle. Hein, il me donne cette sensation-là. Voilà, et puis ce finish, ouais, effectivement, comme vous avez tout dit sur le finish, les gars. Mais vraiment, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, quoi? À part que pour moi, c'était historique, quoi. Je ne me souviens pas avoir assisté à une victoire sur un figure 4 par tombée. J'ai cherché, j'ai creusé mon cerveau complètement vérolé par Alzheimer là, et j'ai pas trouvé, quoi. J'ai pas trouvé. Même le Miz dans ses purs instants de heel où il aurait pu tenter une tricherie, je sais pas quoi.
a jamais passé un figure 4 avec un tombé. Quoi. Donc non, il faudra effectivement le peuple de catch-up. Expliquez-moi dans les commentaires. Très bien. Eh bien, on verra si quelqu'un dans les auditeurs, si le match où c'est arrivé, mais il paraît que la fois que je voyais ça, et du coup, ça finit comme ça, donc ça crée cette petite seconde d'étonnement et de surprise et de shocking effect. Et du coup, c'est dans ce match que les gens autour du ring ont donné de la voix avec des chants This is awesome, holy shit lors des spots de table. Donc voilà, ça faisait encore une fois plaisir de entendre ces chants familiers lors d'un match. C'est clair que ça rajoute énormément. On se rend compte de plus en plus chaque semaine qui passe. Ouais. Juste un truc, là, je suis en train de chercher. WrestleMania, voilà, WrestleMania 92, Randy Savage contre Ric Flair. Ah, c'était le match Showman. Ah oui, Ah, mais oui, ça y est. Ah bah là, ça vient de m'éclater à la gueule. Je crois que c'est le 8, WrestleMania 8. Ok. WrestleMania 8 pour le championnat du monde. Ric Flair, mais oui. Randy Savage, ça se termine comme ça. Mais oui. Très bien. Bravo, réponse. Formidable. Eh bien, passons maintenant du côté de la brand noire et jaune, donc NXT qui avait 2 gros matchs annoncés qui feront la plupart des 2 heures du show. Le premier match qu'on voit ce soir d'ailleurs, c'est l'un d'eux. Ce sera le match d'échelle, une sorte de Money in the Bank, puisqu'on a une mallette NXT qui est accroche au milieu du ring, et c'est un ladder match pour devenir la first contender pour aller défier la nouvelle championne NXT Charlotte Flair. Donc ce match va affronter Io Shirai contre Mia Yim, contre Chelsea Green, contre Candice LeRae, contre Dakota Kai et Tegan Nox. Bien sûr, Dakota Kai qui est accompagné de ses gros bras, Raquel Gonzalez. Fast forward dans le match, puisqu'il y a plein de choses qui se passent. C'est vrai que je vous le raconte, on va y passer des plombes. Si vous intéresse, le mieux, c'est quand même de le regarder. Au final, malgré l'aide de Raquel Gonzalez. Ah, c'est ça en fait. Il a été enlevé et regroupé. On va transformer en femme, il me semble. Peut-être c'est remède de ça. On ne saura pas ce soir. En tout cas, malgré cette aide-là, Dakota Kai n'arrivera pas à gagner. Chelsea Green, de son côté, malgré l'aide de son manager, eh bien, elle n'arrivera pas non plus à l'emporter. Et c'est bien sûr celle qui mérite vraiment la génie du ciel, la Judas du catch japonais, Io Shirai, qui décroche la mallette à la fin impériale. Et donc, c'est elle, la first contender. On est content que c'est Io Shirai qui gagne, n'est-ce pas, tonton Chris? Ah, excuse-moi, j'ai pas compris ce que tu as dit à la fin. Je disais, on est content que ce soit Io Shirai qui gagne, Chris, n'est-ce pas? Ah ouais. C'est logique. Yeah. Ah bah ouais, non mais carrément. Alors, j'étais moi surpris du match. J'ai trouvé ça très court. Je crois qu'avec les entrées, tout ça, il y a eu 9 entrées. Et il me semble qu'en tout, ça a duré 12 à 13 minutes, pas plus, quoi. J'étais très surpris sur le peu de spots qu'il y a eu pendant ce match. Finalement, à part quand Io balance Candice sur la ladder qui tient le choc. Ouais. Et I am the leader. Ouais, I am the leader. Et il y a un gros spot de la dénommée Dakota Kai. Et finalement pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent dans ce match. Voilà, donc au final, ce qui m'aura fait kiffer, et puis c'était ce que j'attendais aussi de toute façon, c'est la victoire de Io Shirai, qui est amplement méritée et qui va nous dégueuler toute la qualité de son catch semaine après semaine, et j'espère qu'elle va tabasser Charlotte, mais un truc de furieux, quoi. Baston, Io, baston. D'ailleurs, il me semble avoir lu quelque part que Io Shirai, lorsqu'elle a été signée à NXT, on lui a posé la question classique de quel est votre dream match à la WWE maintenant que vous y allez, et elle avait répondu à l'époque Charlotte Flair. Donc, un rêve qui va se réaliser bientôt pour la japonaise. Toi, Ring, t'as pensé quoi de cette victoire? Mon dream match là, ça serait Rhea Ripley, Io Shirai, et pas Charlotte, quoi. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas moi qui ai choisi. Mais non, Charlotte, c'est beaucoup mieux. Io Shirai, bah oui, belle victoire, beau match. Elles se sont données à 200%. Ça n'a pas arrêté pendant tout le match. Ça a toujours un crève-cœur de faire ça en huis clos.
Ça méritait amplement sa place à un takeover. Bah, carrément. Ouais, non, franchement, partition parfaite. C'est Yoshira qui gagne, on est content. C'était vachement bien. Ok. Plutôt content le ring. Très bien. Suite à ça, on a plusieurs vignettes vidéo qui nous récapent différentes choses. Donc, encore une vignette de Killer Cross qui est toujours, pour l'instant, aux abonnés absents, qui va arriver bientôt, on ne sait pas quand. On voit un replay des enlèvements successifs de Raul Mendoza dont on parlait, de Joaquin Wilde de la semaine dernière, pour fonder certainement une nouvelle écurie latino. Et c'est pas le Dark Order qui... Bah, on pense, hein, mais ouais. Nous, c'est notre théorie avec Chris. Hein, voilà. C'est clair. Mais ouais. On espère voir Brody Lee à NXT bientôt. Je comprends plus rien à cette baston. Et ouais, c'est vraiment la réminiscence du Monday Night War. Hein. À l'époque, DX avait le char devant les locaux de la WCW. Bah là, du coup, c'est Dark Order qui vient. Alors, je réfléchissais en gros nom latino qu'ils avaient signé. Il y a quand même. Héros del Fantasma. El Fantasma, ouais. Tout à fait. King Cuerno. Ouais. Donc ça peut être lui derrière tout ça. Sinon je ne sais pas. Il y a de grandes chances, hein. Ou alors que ce soit Killer Cross, mais. Ou peut-être Killer Cross. Je pense pas. Lui, il est tellement connu qu'il y a peu de chances qu'il arrive. Il n'a pas besoin de venir avec des gens. Il vient seul et ça suffit, quoi. Ou Scarlett Bordeaux. Ok, pourquoi pas. Il faudrait être temps qu'elle arrive quand même. Ouais, bah elle arrivera avec Killer Cross, je pense. J'en peux plus d'attendre. Celui qu'on peut plus, c'est aussi Finn Balor. Hein. On a un petit recap avec sa feud avec Walter. Bah voilà que aujourd'hui on en est où on en est dans la possibilité de se mettre sur la gueule, mais considère ton titre comme étant en péril dès qu'on pourra. Je mettrai ma main dessus. Donc voilà, hein, donc on nous annonce officiellement du coup la suspension de cette feud, le temps que Corona Mania se résolve, puisqu'il y en a un qui est en Angleterre, l'autre aux US, à moins de faire un Skype, un petit arena match. Je vois pas ce qu'ils préfèrent. Hein. Un match en télétravail, ouais. Ça se passe à NXT UK, hein, normalement tout ça. Ouais, normalement c'est UK, ça devait être pour le takeover Dublin, évidemment. Donc voilà, ça c'est en pause. Ceux qui ne sont pas en pause, c'est Indus Sher. Indus Sher, c'est les deux behemoths hindous qui sont arrivés il y a 2 semaines, qui ont agressé Matt Riddle. Cette espèce de rip-off des Authors of Pain et des Viking Raiders, mais version Punjabi, qui débarquent et qui ce soir affrontent les Canadiens de Everrise. Dans un match assez court, bien entendu, c'est les Indiens qui gagnent avec une move combo un peu random, j'ai trouvé pour la c'est le finish des Legend of Doom. Ouais, voilà. Ou des Demolition, je sais. Qu'on a vu. Des Demolition, je crois. Qu'on a vu 15 000 fois déjà. Je cache pas, moi, j'ai pas du tout été saucé parce qu'on nous a montré 2 points à l'instant. Est-ce que l'un de vous, il voit une lueur d'espoir ou non? C'est du classique, hein. De gros bonhommes qui tabassent une équipe de catcheurs standard. J'aime bien les petits Québécois, là, mais... Ouais, moi aussi. Mais c'est plus eux qui m'ont intéressé que les ouais, c'est ça. Ils font penser au Revival un petit peu en version québécoise. Après, c'est deux grosses montagnes qui mettent la pâtée à une petite équipe qui est de spécialistes de la tag team. C'était pas désagréable à regarder, mais effectivement, ça va être difficile de s'intéresser aux 2 hindous, là. Hein. Ils ont pas grand chose pour eux à part leur taille, quoi. C'est clair. Un autre qui pour lui en ce moment, à part sa piscine, ce qui est déjà pas mal, hein, je pour ça, c'est Adam Cole qui nous fait une petite promo vidéo, qui est en vacances ce jour. Quel enculé, celui-là. Donc il est tranquille, certainement avec Britt Baker, pas très loin. Ouais. Qui donne une petite vidéo très courte. Hein, voilà, il félicite le Velveteen Dream pour sa victoire face à Bobby Fish la semaine dernière. Mais qu'au final, s'il continue toujours à aller chercher Cole, à un moment donné, ça va être Dream Over pour lui et il ne pourra rien faire contre ça parce que ça, c'est undisputed. Donc rien de plus dans ces promos qu'on apprend. Adam Cole continue à faire son télétravail, lui, depuis sa piscine. Comme dit Ringside, l'espèce de bip. On a après des petites vidéos qui étaient interviews post-WrestleMania. D'un côté, Charlotte qui est interviewée après sa victoire, qui dira que, Rhea Ripley, comme toutes les autres, elle s'est juste agenouillée devant la reine Wu. Donc Charlotte qui vraiment la joue ultra dominante. Et ça on a déjà vu à Raw la semaine dernière. Et par contre,
on n'avait pas vu avant. C'était Rhea Ripley qui interviewait. Rhea Ripley qui est un peu en choc post-match traumato-dépressif, hein, et qui arrive seulement à dire que Charlotte Flair est bien plus forte que ce qu'elle l'avait imaginé. Et presque elle est au bord des larmes, hein. On a envie de compatir pour elle. Je suis sûr que Chris, toi, tu aurais voulu la prendre dans les bras, Rhea, pour la consoler. Ah bah ouais, carrément là. Enfin moi, non là pour le coup, c'était pas j'avais envie de la prendre dans les bras, c'est que j'avais envie de la secouer et puis de me mettre en mode coach et lui dire mais là ma copine, là on est à la baston du mercredi et il va falloir que t'ailles lui casser la gueule à Charlotte, va falloir que t'ailles récupérer ta ceinture ma chérie là. Voilà, faut pas te laisser abattre, faut pas que faut rester fort. Voilà. Et je suis tellement triste, j'arrive tellement pas à m'y faire qu'elle ait perdu le titre. Ah là là, pour moi c'est vraiment terrible. Juste un petit mot quand même, j'ai pas parlé de l'histoire du match d'avant là. Oui, vas-y, je t'en prie. Excusez-moi, hein, je reviens dessus. Mais pour le coup, les deux colosses, les deux colosses indiens, je reviens sur ce que tu avais dit, l'amiral, la semaine dernière, et effectivement, c'est des Indiens, donc je pense qu'ils doivent parler un anglais correct, et que d'ailleurs ils l'ont un tout petit peu utilisé pendant le match. Dans le match, Ils ont eu 2-3 petites phrases, mais bon, ils ont quand même un petit peu parlé en anglais. Donc j'aimerais bien quand même qu'on puisse avoir avec eux une interaction au niveau de la langue. Pour voir un peu. Écoute, t'as l'interaction au niveau de la langue avec qui tu veux, mais en ce moment, c'est pas ouais. Voilà. Enfin, en tout cas, je serais curieux de les entendre parler, voir un peu comment ça pourrait se passer à ce niveau-là. Et pour le coup, j'appuie solide sur les appuis. Mon ringside et moi, j'aime bien les deux Québécois là. Et il fait chier en fait qu'ils aient jobé pour ces deux Indiens. J'aurais voulu les voir dans un match un petit peu plus compétitif et pas juste se prendre des splashs et des big boots. Mais j'espère qu'on va les revoir ces deux petits Québécois là. Ouais. On verra bien. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on les voit à NXT. Hein. Ouais. Pour les équipes, mais bon, qui sait, peut-être qu'à un moment donné, on chance. Qui sait. En parlant de chance, la dernière chance, le dernier battement cœur, hein, c'est le gros main event qui nous était annoncé, qui nous était vendu, la der des der entre le Blackheart et le Rebel Heart, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano dans un immeuble vide, avec juste un ring, NXT, plein de gros spotlights, un arbitre. Qui ne porte pas d'ailleurs les rayures blanches et noires, hein, parce que c'est un match un peu non officiel, parce qu'on pourrait dire ça. Il y a Triple H qui est à l'intérieur sur une chaise qui attend les deux belligérants. On voit que Gargano se fait déposer par sa femme Candice LeRae. Elle lui donne son petit sac avec son sandwich pour la pause midi, et elle s'en va, hein, l'air un peu saoulée, la Canadienne, dans quoi tu t'es encore foutu, mon mari? Vraiment, tes histoires me désespèrent. Laisse-moi avoir une carrière, s'il te plaît. Arrête de m'embrigader dans tes histoires. En plus, c'est toujours les mêmes, c'est chiant. Donc, Gargano et Ciampa se réunissent. Triple H qui dit voilà, ça y est. À partir du moment où je quitterai la pièce, ça commence le match. Ça commence dans ce ring, ça finit dans le ring. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est la dernière fois. Et là, on est parti pour à peu près 40 minutes de ce match, qui sera un match sans disqualification, street fight, extreme rules, tout ce que vous voulez, où tout sera permis. Ce qu'on peut noter, c'est que en termes de réalisation et de montage, ce match était un peu original, hein. C'est un mix entre du classic wrestling et des cinematic wrestling, puisqu'on a vraiment l'impression que ça a été tourné, que les deux lutteurs ont fait un match de catch classique. Donc en temps réel, là où par exemple pour le match Taker et Jay Styles, ils ont mis 8 heures à tourner le match de 20 minutes. Là, je pense que ça a été tourné le temps que ça a duré, les 40 minutes du match, hein, ça a été tourné en temps réel. Il n'y a pas eu de pause, de coupure, en tout cas j'en ai pas vu, j'ai pas l'impression. Et par contre, c'est plus la façon de filmer des caméramans. Il y avait beaucoup de caméras, ils étaient 4 caméras différentes, avec notamment une utilisation d'appareils photo qui a donné un grain un peu plus cinématographique, avec des notions de flou et de profondeur dans les champs. Bref, des lentilles de caméra qui étaient différentes et plus esthétiques que les caméras habituellement utilisées pour filmer NXT, sachant qu'à un moment donné, on est allé à l'extérieur du bâtiment. Il y a eu des drones, donc des drones qui filmaient dans le ciel. Il y a eu des spots sur un camion de montage NXT qui était là, donc qui nous rappelait un petit peu la semaine standing contre Orton et Edge, hein.
qu'on a eu le week-end dernier à WrestleMania. Donc voilà, beaucoup un montage pas mal nerveux aussi, des images du match, beaucoup de travelling. Bref, il y avait une approche un peu plus effectivement télévisuelle, cinématographique, quelque part pas très loin de ce que faisait ou que pouvait faire la Lucha Underground, pour ceux qui ont connu. Donc voilà, c'est un match très émotionnel pour les deux. Il n'y a pas de concession, ils veulent se détruire jusqu'à ce que, en fait, sur la fin, Candice LeRae n'en peut plus de voir son mari se mettre dans des situations comme ça, c'est pas possible. Donc elle arrive dans le ring, elle revient, elle est limitée en pleurs, elle dit à Johnny, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'es content? C'est ça que tu veux? Puis elle se tourne vers Ciampa, j'en peux plus de mon mari, Tommaso, je déteste, c'est ça que tu veux entendre, l'homme qui est devenu Johnny Gargano, c'est plus mon mari, je le déteste. Et là, elle se retourne et elle envoie un violent kick dans les roustons de Johnny Wrestling, maintenant qu'on peut appeler Johnny Rouston. Johnny, du coup, tombe à terre, il a été pendant 35 minutes massacré par Tommaso Ciampa, mais c'est un coup de pied dans les couilles qui finit par le mettre finalement à terre, comme quoi fallait pas s'emmerder plus que ça. Donc Tommaso Ciampa regarde ça un peu interdit, il voit Candice qui s'en va, et là, compassion, empathie, il se rappelle quand même qu'il a été témoin du mariage de Gargano et de Candice LeRae, et il se rend compte que toute cette rivalité a détruit le mariage de Johnny Gargano, et là voilà, il est pris d'une émotion et prend un peu dans ses bras Johnny en disant t'inquiète pas, ça va s'arranger, on va trouver une solution. Voilà, c'est beau l'amitié. Sauf que non, c'était une subterfuge, puisque Candice revient et donne un coup dans les roustons de Ciampa, et on voit que Gargano enlève de son pantalon une coquille de protection de rouston. C'est ce que lui avait donné Candice, en fait, plutôt dans la voiture. Et donc, ça y est, Candice rejoint son mari dans les terres sombres du Hill. Et au final, c'est Gargano qui gagne, en plus, en faisant le finish move de Ciampa, le fairy tale ending, au milieu du ring qui a été détruit, puisque Ciampa a retiré toutes les protections, il reste plus que le bois brut. Bref, victoire de Johnny Gargano dans ce dernier match. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était cool? Est-ce que c'était trop long? Tonton. Ah, c'est moi qui commence. Aïe, aïe, aïe. Que dire? C'était très long, 50 minutes, c'était très, très long. Mais bon, vu le choix de prod qu'ils avaient fait, avec vraiment tout l'arrangement de lumière, les fumées, les sons musicaux, voilà, toute la cinématique qu'il y avait plus ou moins dans ce combat, peut-être un certain manque d'intensité par moment, mais certainement dû à la longueur du match de toute façon. Et quand même avec beaucoup de clins d'œil au cours du combat. Voilà, on a l'apparition de Killer Cross et de Scarlett Bordeaux dans la bagnole. Tout à fait. Je vais le garder pour la fin, mais effectivement, à la fin, pas de souci. À la fin, du coup, sortent du bâtiment et retournent dans leur voiture, et sur le chemin, il y a une voiture qui est là, les vitres se sont baissées, et on peut apercevoir, pour les plus perceptifs d'entre vous comme tonton, Killer Cross et Scarlett Bordeaux dans la voiture. Donc, ils sont dans le coin. Pourquoi? Quelle fin? On ne sait pas. On verra ça. Ouais. Donc du coup, la fin avec ce screwjob, cette fausse trahison de Candice LeRae envers son mari pour finalement mettre un gros coup dans les couilles à Ciampa, c'est la baston du mercredi, voilà, c'est low blow, quoi. Et voilà, bon, le fairy tale ending pour finir. Bon. Est-ce que c'était bien joué? Je sais pas trop de la part de Candice LeRae en termes d'acting. Je sais pas trop, parce que j'ai pas énormément marché dans la combine de l'histoire du coup dans les couilles. J'aurais pu me dire, oh là là, oh mon Dieu, elle trahit son mari et tout ça, mais c'est pas du tout ce que je me suis dit sur l'instant. Et donc, quand elle est revenue, surprise, bah non, pas trop finalement. Donc bon, je sais pas, encore une fois, je suis un petit peu mitigé, quoi. Un petit peu mitigé. Il y a des séquences que j'ai trouvées très bien, voilà, mais il y a eu d'autres phases qui m'ont moins plu. Donc je vais écouter vos avis avec intérêt. Ringside, quel est ton avis? Moi, c'est le genre de match que j'aurais voulu voir à WrestleMania, en fait. Ah, carrément? Ouais, carrément. Du moins dans cette version, ce fake vers WrestleMania 36, là. Mais c'est des matchs comme ça que j'aurais voulu voir, avec du travail sur la réalisation. Ah ouais, je comprends. Ça, qui met en valeur un peu toute la rivalité, un peu toute la dramaturgie. Alors c'est pas, il y a des petits problèmes de montage au début.
Mais bon, ça se calme assez rapidement. J'ai pas vraiment trouvé ça trop long. Je trouve qu'ils ont tous fait un bon boulot, les uns comme les autres. Que je trouvais que la scénarisation à la fin était pas mal, le retournement de situation là avec Candice LeRae. Le finish, je trouve que c'est plutôt cohérent, ça fonctionne plutôt bien. J'aime bien Johnny Gargano qui dit avant de placer son finish à Ciampa, il lui dit tu perds, hein, you lost, t'as perdu. Je trouve ça pas mal niveau dramaturgie. Non, au final, j'ai plutôt été emballé et c'est vraiment le genre de truc que j'aurais voulu voir dans la version enregistrée de WrestleMania plutôt que les matchs à huis clos qu'on a vu. Alors c'est peut-être plus long à enregistrer, plus long à produire, hein, ils ont peut-être pas le temps. Mais concrètement, c'est ce que j'aurais aimé voir ce week-end plutôt que des simples matchs en huis clos. J'aime bien cette formule, je suis plutôt convaincu. Alors j'en prendrai pas toutes les semaines, etc., mais pour le coup, je trouve que ça passait plutôt bien. Je préfère ça au Boneyard March, par exemple. Moi, j'ai bien aimé le visuel. Hein. Le visuel, le montage était cool, la réalisation aussi. Par contre, j'ai trouvé ça effectivement trop long. Hein. Trop long pour aussi. Moi, ouais, pour moi, comme pour le Edge Orton, t'enlèves un quart d'heure. Ouais. T'enlèves un quart d'heure et je trouve que t'as un truc plus percutant et plus efficace. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Pareil pour les dégoûts. C'est vrai. Il est temps, mes chers amis, de voter, de décider qui a gagné cette baston du mercredi sur ces shows du 9 avril. Donc du coup, Ringside, cette semaine, quel était selon toi le meilleur show, NXT ou AEW Dynamite? NXT d'une large tête d'avance. Il y a quasiment rien qui m'a plu à la All Elite Wrestling, hormis Chris Jericho. Par contre, tout était plutôt bien à NXT. Okay. Donc je donne la victoire écrasante de NXT cette semaine. Sans appel pour Ringside NXT. Chris, pour toi? Eh bien, moi, je vais refaire une réponse de Normand et nul. Match nul. Ah là là. J'ai le droit, il n'y a rien dans les statuts qui dit que j'ai pas le droit. Tu as le droit. Moi-même, je suis normand. Voilà, je suis normand, donc tu peux tout à fait le dire ça. Très bien. Ouais, match nul pour Chris. Je ne suis absolument pas normand, mais considéré comme tel dans cet instant. Et du coup, je vous explique vite fait pourquoi je donne un match nul. J'ai comme Ringside, j'ai beaucoup aimé NXT avec 2-3 petites choses qui m'ont chiffonné, et j'ai beaucoup aimé aussi la All Elite Wrestling, malgré qu'il y ait 2-3 petits trucs qui m'aient chiffonné aussi. Et du coup, par exemple, j'aurais donné comme note, j'aurais donné un 3 à chacun. Donc j'ai quand même plutôt pas trop mal aimé. Moi, la All Elite Wrestling, je leur reconnais que j'aime toujours le fait qu'ils utilisent des catcheurs en ringside. J'ai trouvé Jericho très très bon et je me suis fendu la poire, et ça fait plaisir de rire, juste de rire. Voilà, donc en ces temps troublés, le rire est un médicament aussi. Et Jericho, pour le coup, m'a fait poiler tout du long. Voilà, je crois qu'à chaque fois que ça revenait sur lui, j'ai été éclaté, quoi. Il m'a trop fait plaisir, Chris Jericho. Et j'ai plutôt, le main event, j'ai plutôt bien aimé. Je vous dis, d'abord, ça m'a comblé un petit peu un manque d'un main event de weekly, d'un match de 20 minutes, avec du catch, de sa gueule, il y a des heels qui sont pas contents, il y a des faces qui m'attaquez pas, je suis gentil, et ça fait du bien. Et voilà, et donc du coup je n'arrive pas à déterminer cette semaine, donc je vais donner un draw, et voilà. Alors juste, on en est à 2-1 pour la All Elite Wrestling jusqu'à présent, c'est ça, hein? Tout à fait. Pour me rappeler les rankings. Ouais, on est à 2-1 depuis qu'on fait la baston du mercredi, et donc donne la victoire, mon vote, à Dynamite All Elite Wrestling. Donc c'est pour la première fois de la baston du mercredi, c'est une égalité. Oh mon Dieu. Entre All Elite et NXT cette semaine. Je m'attendais pas à ça. Et oui, et en même temps, il y a eu égalité quasiment sur les audimat, peut-être que c'était un signe. Voilà, moi j'ai préféré effectivement Dynamite, même si je suis d'accord en termes de le meilleur match de catch pour moi de la semaine était, il y a quelque chose de plus intéressant du côté NXT, mais sur la globalité de l'émission, je trouvais Dynamite avec plus de fun, plus de divertissement. Ça fait plus avancer différentes choses, il y avait plus de segments, c'était un peu plus rythmé, il y avait moins un gros morceau qui prenait quasiment la moitié du show. Voilà, je trouvais, je me suis plus amusé en regardant et diverti en regardant Elite Wrestling que NXT. Voilà, pas d'une grosse marge, mais j'ai préféré, je pense, Dynamite.
Donc, première égalité dans la baston du mercredi, et bien du coup, pour savoir qui l'emportera la prochaine fois, tout ce qu'il faudra, c'est nous écouter la semaine prochaine. Pour ça, c'est très simple, il suffit de nous suivre sur différentes plateformes. Alors, on est en vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre en activant la petite cloche pour être averti de tous les reviews, podcasts et interviews que Catch-Up produit pour vous chaque semaine. On est aussi, bien sûr, sur toutes les plateformes audio au niveau podcast, donc iTunes, Spotify, Deezer, Ocha, PodCloud, j'en passe et des meilleurs. Nous sommes partout, nous sommes le Dark Order. Encore merci de nous avoir écoutés, encore merci à nos deux compères d'avoir arbitré cette baston du mercredi historique, première égalité avec moi. Donc merci Ring et merci Tonton. De rien, merci à toi. Ouais, merci à toi, Amiral. Et puis restez bien à 1 mètre. Portez votre masque comme Rey Mysterio. Nous, on vous fait des bisous et on vous souhaite un très bon week-end, plein de catch. À très vite, salut. Ciao, ciao. Salut ignoble ringside, salut admirable ami. Salut peuple de catcheur. Alors ce soir à la foire avec 2-3 lascars, il ira au baston, comme le prolo va au charbon. Il ira au baston, filera des coups, prendra des nions. C'est peut-être con, mais tout est con. Ta-ta-ta. C'était la baston du mercredi.